Nous sommes évidemment très heureux de présenter ce premier bilan d'une année d'activité de la médiation militaire. Peut-être avant de le présenter, vous dire un petit peu ce que sont et quelles sont les missions des inspecteurs généraux des armées. Les inspecteurs généraux des armées ne sont pas le corps d'inspection du ministère. Il s'agit du contrôle général des armées, qui est le corps d'inspection du ministère, chaque ministère ayant un corps d'inspection. Et nous ne sommes pas non plus les inspecteurs d'armée, puisque dans chaque armée, il y a des inspecteurs généraux qui s'occupent des missions d'inspection que leur confie leur chef d'état-major, directeur. Les inspecteurs généraux des armées sont au nombre de 6, un par armée, un pour la gendarmerie, un pour le service santé des armées et un pour l'armement. Et ils sont indépendants et complètement hors hiérarchie militaire. Ils sont conseillers du ministre, conseillers permanents du ministre. Ils remplissent des missions d'inspection, d'études et puis d'information pour le compte du ministre, ainsi que parfois des enquêtes de commandement. Chaque inspecteur général dispose d'un droit d'inspection générale et permanent sur l'ensemble des forces et services. Et puis, Monsieur le directeur, vous le rappeliez tout à l'heure, certains exercent des fonctions particulières. C'est le cas de l'amiral Chaplet qui est dans la salle et qui est président, pour ce qui le concerne, de la commission armée-jeunesse. Et puis je voudrais terminer par le dernier point de ce slide qui concerne une donnée qui est assez ancienne et qui va donner naissance à la médiation militaire. Il s'agit de cet article du Code de la Défense qui dit que tout militaire, c'est ce qu'on appelle le droit de saisine, tout militaire peut saisir les inspecteurs généraux, et donc pas simplement d'ailleurs les inspecteurs généraux des armées, d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Et puis maintenant, depuis le mars 2015, il est ajouté, il peut en outre, donc tout militaire peut en outre saisir le médiateur militaire dans des conditions définies par le ministre de la Défense, et donc décrets, arrêtés qui ont mis en œuvre le dispositif en mars 2015. Après que le ministre ait annoncé au Conseil supérieur de la fonction militaire la création de la fonction de médiation dans les armées. Quelques points qui ne sont pas concernés et qui n'entrent pas dans le champ de la médiation, en tout cas au sens strict, et c'est ce que disent les textes, il y a différentes raisons qui ont présidé à ça. La solde n'est pas une question qui peut donner lieu à médiation. Il y a des dispositifs particuliers, c'est la commission des recours des militaires qui en traite. Le recrutement et l'exercice du pouvoir disciplinaire non plus. En réalité, on verra qu'on s'en occupe un peu aussi quand même de ces questions-là, parce que beaucoup de choses sont des problématiques qui concernent des militaires qui sont impliqués par plusieurs sujets, et pas que des sujets qui rentrent dans le champ de la médiation, et puis ne sont pas concernés non plus par la médiation, tout ce qui a trait aux retraites, et aux pensions en fait, et aux invalidités. Ce qui est très intéressant pour les militaires, mais ce qui est le propre aussi d'ailleurs de l'attractivité de la médiation, y compris dans le monde civil, externe ou interne, ce sont les délais de mise en œuvre qui sont en général courts. Donc ces délais de mise en œuvre sont de 4 mois. Et puis c'est évidemment la confidentialité, c'est-à-dire qu'à l'opposé d'un processus dans lequel les gens vont exposer leurs conflits ou vont s'engager dans ce qui pourrait paraître un conflit, dans un recours par exemple, eh bien là on n'est pas du tout dans ce champ-là. On est dans un champ dans lequel on va tenter de trouver ensemble, et les parties vont tenter de trouver ensemble une solution à leurs difficultés, aux différends qui est apparu. Et si cette difficulté est apparue, elle n'a jamais existé. Donc c'est très intéressant et très important aussi pour les militaires qui s'estiment subir ou vivre un différend, qu'ils aient le sentiment de le vivre d'ailleurs, parce que parfois ça relève simplement du sentiment, ou d'un différend réel. On est toujours dans la technique sur cette planche des différentes phases de la médiation, avec l'écoute initiale qui est très importante. Celui qui va demander va trouver des écoutants. Ce serait un médiateur classique dans un système classique de médiation. Là, ce sont des gens qui font partie de nos équipes, qui ont aussi une formation de médiation et qui vont prendre en compte l'appel et puis discuter avec les gens pour
recadrer d'abord, savoir avec eux si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire avec nous, et puis déterminer s'il n'y a pas d'autre voie, leur expliquer par exemple que la médiation aussi ne porte pas atteinte à leur droit à recours, c'est-à-dire que tout ce qui est procédure de recours fait l'objet de délais qui sont incompressibles, et donc il n'est pas question de porter atteinte aux droits des militaires, évidemment. Donc tout ceci leur est expliqué. C'est toute la partie réception, études complémentaires, et puis le médiateur va clore, une fois que l'accord va être trouvé, le médiateur va clore cet accord en le formalisant. Mais je rappelle bien que ce n'est pas une décision que l'inspecteur général des armées prend, c'est une décision qui résulte d'un accord des parties entre elles. On pratique, nous, plutôt la médiation à l'américaine, qui est le mode navette, et donc nous allons d'une partie vers l'autre, et vice-versa. Donc on est saisi par exemple, un officier qui est un différend, et puis on va faire état de ce différend à sa hiérarchie, aux gens avec lesquels il estime être en différend, et puis on va revenir vers lui, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, avec eux, et ensemble, en fait, par notre intermédiaire, on arrive à trouver une solution amiable. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet de notre première année d'activité. À travers 3 planches. Dans ligne, il y aura d'autres données qui vous seront accessibles, sachant qu'il y a eu 147 médiations, enfin 147 saisines de médiation, ce qui n'est pas considérable, et ce qui reste modeste pour l'instant, mais ce qui est quand même significatif et qui montre que le dispositif a commencé d'ores et déjà à fonctionner. Sur les motifs de saisine, c'est le premier histogramme qui apparaît en haut. Les motifs principaux sont des conflits interpersonnels. On voit ensuite les questions de mobilité, et puis après ce qu'on a indiqué comme autres, qui sont en réalité une multiplicité de facteurs, dans lesquels on retrouvera par exemple la notation ou l'avancement, qui peuvent être des sujets qui soucient, mais qu'on va retrouver beaucoup dans la partie autre que nous avons indiquée. Sur les délais de traitement, on a tenu globalement, je dirais, notre objectif de 4 mois. Il n'y a que 9 situations qui nous ont conduit à dépasser les 4 mois, et ça reste un point très très important, à la fois par rapport aux contentieux qui peuvent exister par ailleurs, et comme je le disais tout à l'heure, notre action ne doit pas porter atteinte aux autres contentieux, puis notre enjeu, nous, c'est effectivement d'apporter des réponses rapides, car c'est ça la condition du succès d'une médiation réussie. Dans les réponses apportées, c'est le dernier petit encart que vous avez, on voit que pour l'essentiel, des réponses ont été apportées sur les questions que nous avons traitées. C'est les 2 parties vertes inférieures, extinction du conflit après médiation, extinction du conflit pendant la médiation. Pendant la médiation, ça veut dire qu'on a engagé la médiation, puis en réalité, les conditions évoluent, et puis finalement, on va arriver à résoudre le conflit sans être obligé d'aller jusqu'au bout de la médiation. Ce que fait ressortir aussi ce petit schéma simple, c'est que vous avez une partie non-extinction du conflit. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est dans la préoccupation de la médiation. La médiation, ce n'est pas simplement la résolution d'un différend. C'est aussi le rétablissement d'une relation de confiance. C'est le rétablissement d'une relation de confiance. L'un des enjeux de la hiérarchie militaire, du commandement militaire, c'est d'être en situation de confiance permanente avec ses subordonnés. Cette action aussi contribue à ce qu'on appelle la prévention des risques psychosociaux, puisque dans certaines situations de différend, les gens sont très affectés par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils ressentent. Et donc, le fait de trouver des interlocuteurs qui vont prendre en compte leurs problèmes, les écouter, être sensibles à leur situation, et pouvoir l'expliquer par ce mode de travail à la hiérarchie, est quelque chose qui a prévenu aussi des situations qui étaient humainement très compliquées. Avec le nombre de médiations que nous avons réalisées les uns et les autres, il est sans doute un peu prématuré de tirer de vrais enseignements, comme peuvent le faire d'autres aujourd'hui dans leur champ de médiation. Je voudrais simplement dire que sur les points d'attention mis en lumière, ce sont
On a vu les questions de mobilité, ce sont souvent des questions d'isolement géographique qui sont en cause. Les restructurations successives aussi, qui entraînent et qui ont trait à la mobilité. Et puis c'est souvent aussi des questions de déficit de dialogue qui apparaissent au plan local et qui auraient pu être parfois résolues si le dialogue avait été un petit peu plus construit. Ce dispositif donc a trouvé sa place, même si encore une fois ce premier bilan peut paraître assez modeste. Et il offre aujourd'hui au ministère de la Défense, en fait, dans ces évolutions que j'évoquais depuis 1975, un dispositif assez complet et assez inédit. Et donc on est aujourd'hui dans un panel offert aux militaires qui est assez complet. Quand on y ajoute deux choses qui sont très importantes et qu'il ne faut jamais perdre de vue dans la communauté militaire, je terminerai là-dessus. D'une part, et c'est parfois méconnu, ceux qui ont la responsabilité des préoccupations de leurs subordonnés et qui sont chargés de les porter, c'est le commandement. Et donc, c'est aussi intéressant que des inspecteurs généraux, d'ailleurs, là où ils sont placés, le rappellent. La première responsabilité de prise en compte des problèmes d'un subordonné, c'est la responsabilité du chef. C'est indiqué dans nos règlements. Et puis la deuxième donnée, c'est évidemment tout le dispositif de concertation rénové que le ministre a décidé d'engager et qui est maintenant bien engagé et qui vient compléter ce dispositif dans lequel l'ensemble de ces données, maintenant, apparaissent dans un paysage assez complet.